Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre-Rollistes et aujourd'hui je suis en compagnie de Envet. Comment vas-tu Envet? Hello, ben ça va pas mal. Période de fête et tout ça, en tout cas pendant qu'on filme ces vidéos. Mais aujourd'hui, on est là pour Exactement. parler d'un petit bouquin auquel on a déjà parlé, en tout cas du même univers. Et Est-ce on qu'on va va parler? parler de Avatar Légende et plus particulièrement Republic City, la cité de la République. Le dernier supplément, donc cette fois-ci non pas de campagne mais de cadre de jeu pour Avatar Légende. Il me semble que c'est le premier cadre de jeu, non? Parce qu'on avait déjà eu des recueils de scénarios, mais pas de cadre de jeu jusqu'à présent. Exactement, on a eu un recueil de scénarios qui était Wan Shi Tang. Forcément, quand je mets beaucoup de S à la suite, je fourche. Et on avait eu une voie d'initiation qui se passait aussi dans l'ère de Korra au niveau de Republic City. Et donc là, on a vraiment un supplément qui va être dédié à cette ville-là, donc à cette capitale qui est vraiment spécifique et qui est un petit peu l'aboutissement de l'Avatar Aang et donc toute l'histoire de The Legend of Korra. Et on peut commencer par la première partie qui va être tout simplement le chapitre appelé Bienvenue à la Cité de la République, où on va voir un petit survol d'abord du bouquin, mais aussi rapidement de l'histoire de la cité. Donc ça va assez vite, parce que là on parle quand même de... Il y a combien de saisons dans l'animé de Il y a Legend 4 of Korra? saisons, si je dis pas de bêtises, dans Korra, Ouais. de Et donc, mémoire. 4 saisons qui vont être reprises en genre 4 pages. 4 pages. Ça, Donc 4 pages, on vous résume une histoire et après on va parler plus de la politique, de Republic City, des droits, de la culture, etc. parce que pour information, donc là, le bouquin, il se passe vraiment après tout ce qui a été sorti jusqu'à présent de Legend of Korra, donc ça fait les 4 saisons de l'animé, mais aussi un comic book qui est sorti après et qui poursuit dans la timeline de Legend of Korra. Donc là, on est vraiment tout à la fin, on est vraiment à la suite de l'histoire. Là, il n'y a pas c'est la séquelle de rien du tout. Exactement. Et d'ailleurs, tous les éléments qu'on va retrouver dans le livre font référence aux différentes parties en fait de The Legend of Korra. On va le voir un petit peu les mécaniques qui sont rajoutées, les véhicules, les mécatroniques, etc. Tout ça fait partie des choses qu'on voit dans la série. Mais ça vous oblige pas forcément à jouer qu'à la fin de l'ère de Korra. Vous pouvez jouer à n'importe quel moment, il y a juste des éléments qui ne sont pas là. Et inversement, on va le voir aussi tout au long du livre, on va nous indiquer qu'on peut jouer avec les éléments de ce supplément-là dans les autres aires, et on nous explique un petit peu comment les adapter. Du coup, on arrive directement au chapitre 2. Yes, avec les quartiers. Donc là, on va avoir une grosse partie du bouquin qui est dédiée forcément à la Cité de la République, avec une présentation de chacun des quartiers de la ville. Et je suis assez content de ce qu'ils ont fait avec ça. Donc la façon dont c'est organisé, c'est que pour chacun des différents quartiers, on va avoir déjà une explication de ce qu'est ce quartier-là. On va avoir quelques lieux importants qui vont être cités. Donc, par exemple, si je prends le centre-ville, donc c'est l'un des premiers lieux, on va avoir une description de la gare centrale, mais aussi le parc de l'Avatar Korra. Donc c'est l'un des premiers lieux qu'on voit de la Cité de la République, en tout cas dans Legend of Korra. Et après ça, on va avoir des personnalités qui sont généralement liées à cet endroit-là. Là, on va avoir Mako et Bolin, donc les deux amis Forcément. de Korra, évidemment. Et après ça, on va aussi avoir les amorces de scénario, donc quelques paragraphes assez complets qui vont parler de comment on peut utiliser cet endroit-là pour faire des scénarios. Et on va aussi avoir un truc que je trouve assez intéressant, c'est que chacun des quartiers est lié avec un thème. Donc ce thème-là qui va expliquer quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques de ce quartier-là, avec aussi des manœuvres de MJ. Donc là, on est vraiment pur dans le animé par l'Apocalypse. Donc quelles sont les différentes manœuvres que le MJ peut faire pour ajouter un petit peu, pour amorcer un scénario. Donc c'est chacun des lieux, donc là on va avoir une dizaine de quartiers. Chacun des quartiers est décrit de cette manière-là. Et c'est pas mal. Je sais pas toi ce que tu en penses, Zachem. Alors moi j'ai trouvé ça facile à lire du coup parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir au niveau des lieux, c'est-à-dire que si on veut jouer dans un lieu spécifique, déjà au lieu de commencer par lire le lieu, moi je conseillerais de commencer par lire le thème. C'est vraiment ça qui va déterminer où est-ce que va se passer notre aventure. Et à partir du thème derrière, avec les amorces de scénario, c'est très facile à prendre en main pour pouvoir créer facilement un scénario pour ses joueurs dans une portion de Republic City. On en a en plus pour tous les goûts parce qu'on a vraiment énormément de quartiers, une dizaine, comme Ouais, tu l'as c'est évoqué ça. tout à l'heure, de quartiers, avec notamment les terres sauvages qui arrivent bien après, à la fin de la série, au moment où les fameuses lianes en fait, des esprits arrivent dans Republic City. Et après même la dernière saison où il y a un nouveau portail des esprits qui est créé au milieu de Republic City. Donc on nous donne aussi cet élément-là de jeu dans lequel on va pouvoir intervenir pour faire différentes aventures. Et pas uniquement que des lieux urbains que pourrait avoir Republic City. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool.
Ouais, bah c'est ça que je trouve que c'est assez intéressant parce que dans un méta-niveau, quoi, c'est un peu la grande force de ce bouquin-là, c'est la variété des quartiers. On va partir comme tu as dit, les terres indomptables à les terres sauvages dans le thème de l'harmonie spirituelle où tu vas voir comment tu fais pour cohabiter entre les esprits et les humains. Tu vas passer avec la place Rocco qui est un truc un peu plus industriel. On va avoir les souterrains qui sont les souterrains de la ville. On va avoir comme thème les défis de la liberté. Et donc, l'une des grandes forces qu'ils disent de la Cité de la République, c'est le fait que c'est un endroit qui soit très divers. Parce que c'est un endroit où c'est pas que le royaume de la terre, ni le royaume du feu, c'est vraiment tous les endroits mélangés. Et pareil dans le bouquin, c'est le fait que t'as vraiment pour tous les goûts. Quoi. Et tu peux vraiment orienter ton jeu, tu peux orienter tes scénarios, prendre un de ces thèmes-là, partir du thème et le situer dans n'importe quel des scénarios, enfin dans le scénario dans le quartier qui va le mieux correspondre à ce thème que tu vas aborder. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça complète du coup le livre de base, vu que dans le livre de base, on va nous parler de l'ère de Korra. On nous donne aucun lieu, on nous parle un petit peu de Republic City, on nous parle un petit peu des autres nations. On va nous donner surtout associé en fait à ces lieux-là les principaux PNJ en fait et des thématiques qui peuvent être utilisées, mais absolument pas la description détaillée de la ville. Donc là, on vient compléter en fait avec la ville, les différents quartiers, vraiment l'environnement qui vous est donné avec les différents contextes et enjeux de chaque environnement de la ville. Et pas uniquement une vision juste globale rapidement de qu'est-ce que Republic City, quels sont les personnages majeurs et à quoi on peut s'y attendre. Par contre, ici, et je trouve que ça colle bien avec, encore une fois, avec le thème animé par l'Apocalypse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan des maisons, il n'y a pas vraiment de plan de quartier. C'est vraiment, encore une fois, animé par l'Apocalypse, l'idée c'est d'être aussi narratif que possible. Et donc ça veut dire qu'on va pas tenter de décrire précisément chaque endroit. C'est vraiment l'idée, c'est d'en servir comme outil pour la narration. Donc le fait qu'il n'y ait pas de plan, je trouve que ça marche assez bien. Ça permet aussi de pas trop se perdre dans les détails et pour chacun de s'approprier un peu les endroits. Donc en gardant l'esprit, le thème. Donc ça, je trouve ça assez cool comme façon de faire. Exactement, et je pense qu'on le voir même un peu comme du bac à sable, c'est-à-dire on vous donne vraiment des éléments de contexte qui vont vous aider à créer vos aventures dedans. On n'est vraiment pas dans à ce moment-là il se passe ça, il y a une ville, il y a tant de maisons, il y a tant d'habitants. On n'est pas du tout là-dedans. On va vous donner en fait à quoi ça ressemble, les différents enjeux de contexte, et après c'est à vous de prendre ça pour interagir avec vos joueurs. Et donc c'est un chapitre que je trouve qui est assez intéressant. Par contre c'est assez touffu. Genre il y a beaucoup de texte. Donc heureusement il y a quand même pas mal. Ils ont repris pas mal d'images de la série. Mais comme dans le livre de base. Donc ça reste quand même assez dans le thématique, dans la thème. De toute façon, on est à peu près à 4 pages, si je dis pas de bêtises, par quartier, à peu près en termes de description. Ouais. Et ça fait à peu près un peu moins d'une moitié, un bon tiers de livre. Ouais, au moins un bon tiers du bouquin, ouais. On arrive du coup au chapitre 3, qui va nous ajouter en fait des règles, cette fois-ci des règles de jeu. Et notamment 3 points importants de l'ère de Korra. Pour moi, le premier, le plus important, c'est les ligues de maîtres, qui est vraiment fait de ce sport qui est démocratisé dans The Legend of Korra, où en fait on va avoir 3 maîtres des éléments, un du feu, un de l'eau, un de la terre, qui vont s'affronter dans une arène un petit peu comme un jeu de tir à la corde, sauf que le tirer la corde, l'idée c'est de faire tomber les adversaires de leur plateforme par le fond. Donc en fait l'arène fonctionne avec une symétrie au centre. On va avoir en fait 3 zones par équipe, et à chaque fois l'idée c'est de faire sortir les 3 joueurs de l'équipe par la zone la plus éloignée possible du centre. Mais d'ailleurs, ça c'est un des points qui m'a fait un petit peu peur, dans le sens où c'est quand même c'est pas anecdotique, parce que c'est quand même un des grands... C'est un gros morceau de la saison 1 de Les gens. La saison 1. Mais après, et là je trouve peut-être un petit point assez... peut-être pas négatif sur le bouquin, mais il passe un moment quand même à décrire pas mal à comment le jeu ça marche, quelles sont les différentes zones, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Mais au final... ils ont fait je trouve qu'ils ont fait le bon choix. En fait, c'est pas si technique que ça, dans le sens que... Exactement. Pour résoudre les matchs de ce jeu-là, en fait, tu joues pas vraiment round par round, tu joues pas tu joues pas vraiment à la seconde près ce qui se passe. Tu vas plutôt jouer avec des manœuvres de temps fort. Donc tu vas avoir des temps forts, donc ça va être des manœuvres qui vont être assez... genre les coups d'éclat de ces matchs-là. Tu vas jouer que ces trucs-là, donc ça fait que tu vas pas jouer des points d'attaque pour balancer une de ces galettes de terre. Et comme ça, tu vas rester plutôt
au niveau, encore une fois, narratif. Dans ce cas, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont pris le temps de décrire avec précision comment les règles, parce qu'au final, en fait, tu t'en sers pas tant que ça. Et pareil, ils parlent des zones. Eh ben, je Mais, suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Parce qu'en Ok. fait, comme on est très narratif, donc en fait, on te rappelle tout le système de jeu, comment ça fonctionne, les règles, etc. Ça joue en 3 rounds. Et en fait, on te dit, chaque temps fort, ça correspond à un round. Chaque joueur va jouer un temps fort, comme tu l'as dit, avec une manœuvre. On a différentes manœuvres, et au total, tu ne peux pas jouer 2 fois de suite une même manœuvre. Tu dois attendre d'avoir joué 9 manœuvres pour récupérer tes manœuvres déjà consommées. Donc ça, déjà, c'est une limitation. Et ce qu'on t'explique, en fait, c'est qu'un temps fort correspond à un round. Soit tu le gagnes, soit tu le perds à la fin de ta manœuvre. Et comme c'est narratif, l'idée c'est qu'à chaque fois que tu vas jouer une manœuvre, tu vas devoir décrire ce qui se passe. Donc ça va être une succession d'événements pour le MJ et pour les joueurs. Le joueur va dire, bah là je vais utiliser par exemple l'action remontada, on était vraiment pas bien, j'avais 2 de mes collègues qui étaient déjà en zone 3, un était déjà sur les genoux, l'autre était sur le ventre, il allait se faire éjecter, et en fait à ce moment-là, moi je prends mon élément de la terre, j'envoie un coup, j'en touche un en pleine poitrine, il est directement expulsé, et puis derrière, mon collègue qui était à genoux arrive à se relever avec un coup de pied, il envoie une gerbe d'eau qui va faire sortir le deuxième, et le troisième qui était sur le ventre fait un salto, et avec un coup de feu va faire envoyer le dernier joueur au fond de la bassine, Ah, ok. on a gagné le Ah, round. ok. Et Je en fait, vois. du coup, en maîtrisant les règles, ça va te permettre d'avoir des éléments narratifs qui vont être impressionnants, parce que c'est vraiment aussi le principe de ce jeu-là. Et derrière, en même temps, en connaissant les règles, en tant que MJ, tu as des manœuvres d'arbitre, et tu vas pouvoir dire, bah là, t'as joué telle manœuvre, t'as fait une faute. Et du coup, une faute, je vais te mettre un carton jaune, il se passe ça, et voici comment tu vas réagir. Et je trouve que du coup, c'est important qu'on t'apporte le concept de quelles sont les règles du jeu, pour que derrière, en fait, les scènes soient les plus vivantes possibles, et pas juste, ok, j'ai réussi ma manœuvre, on a gagné le round 2. Ah, ok, soit. Et avancer Soit, comme soit. ça. Ouais, ouais. Ok, non, c'est vrai, c'est un bon point. Mais au final, c'est pas mal. Par contre, encore, tiens, je vais me faire l'avocat du diable pour essayer de Mais j'aime défoncer bien, ce j'aime truc-là. Mais genre, par exemple, il y a une phase où ils expliquent comment tu peux avoir des rangs et de la renommée. Parce qu'il y a tout un tas où tu peux faire ils expliquent comment faire des tournois avec une structure. Et il y a quand même, ils parlent de, quand t'es inconnu, t'as de 0 à 5 victoires, jusqu'à être mondial où là, t'as plus de 50 victoires. Et c'est là que je me dis, est-ce que t'as vraiment de la matière à faire 50 matchs de ce truc-là avec au final, certes, t'as des manœuvres de stade qui sont les manœuvres que tu fais à part du match. T'as tes manœuvres de temps fort où tu en as 9. Je me dis, mais est-ce que tu vas faire genre 50 fois un match? Est-ce que t'as de la matière à faire ça? Alors, tu peux avoir de la matière, en fait, tout dépend comment tu veux mener ta campagne. Donc, si on fait le parallèle avec The Legend of Korra, le moment où ils jouent, en fait, en même temps, il y a les Égalitariste, hein? égalitaristes, merci, qui, en fait, font des assauts et de temps en temps, ils vont intervenir au milieu des matchs. Et donc, du coup, ils arrivent à récupérer des informations comme ça ou à déclencher des événements. Donc, tu peux te servir, en fait, d'une base d'un match pour, en fait, faire avancer ton scénario. Et notamment, c'est pour ça qu'on t'a introduit, comme tu l'as évoqué, hein, les manœuvres de stade. Donc, ils vont être surtout pour les joueurs qui ne sont pas sur le terrain. Ça va permettre donc en avant-match de soit d'entraîner les joueurs, ça va être de rallier la foule, d'aller faire des paris, d'analyser l'équipe adverse pour trouver des failles, Mm. soit des points forts, soit des points faibles, qui après vont rendre des manœuvres plus ou moins difficiles. Et tu vas pouvoir aussi aller fouiller peut-être dans les vestiaires ou trouver des informations en lien avec ton scénario principal, qui est autre que le tournoi et forcément la ligue en fait. Mais c'est vrai que si on voit ça comme ça, en fait, je trouve ça intéressant le fait que ça puisse être assez facilement intégré, où tu vas avoir d'un côté, tu vas avoir 3 joueurs, parce que dans ces matchs-là, t'as que 3 joueurs qui peuvent jouer de chaque Exactement. côté. Ça fait que si t'as une équipe de 5 personnes joueurs, donc tu peux en avoir 3 qui font le match, et en parallèle, tu peux en avoir 2 qui puissent faire 2 trucs à côté. Et le fait que ça soit que des temps forts, et donc ça fait que tu peux avoir un truc assez rythmé, je trouve ça assez intéressant quand même comme idée, ça permet de bien les intégrer. Après, moi personnellement, je ferais pas une campagne entière là-dessus, mais c'est vrai qu'en Non, tant moi non plus. que C'est une outil, trame de fond ouais. ou d'un intermédiaire, tu vois. T'as des joueurs qui vont peut-être pas être l'avatar, qui vont peut-être pas avoir de grandes choses, mais qui vont être des joueurs de la ligue. Et en fait, tu vas pouvoir peut-être même gérer une équipe de PNJ, tu peux le voir comme ça. Et tu vas jouer les PNJ à ce moment-là. Et Ouais. en fait, entre deux, ça va permettre de faire avancer le scénario, d'avoir un moment de détente, comme tu pourrais l'avoir avec du Bastion dans Donjons et Dragons, qui C'est est la vrai. version 2024. C'est vrai, ouais. Donc ouais. Mais ouais, mais au final, quand même, même si je grogne un petit peu dessus, je trouve que c'est un.
C'est juste ce qu'il faut en termes de complexité et de quand même suffisamment de profondeur et de simplicité. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais au final, je trouve que c'est bien. Ça a trouvé l'équilibre entre quelque chose qui peut être assez facilement ajoutable dans n'importe quelle campagne, sans non plus que ça devienne trop lourd. Donc, Exactement, et je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, parce que moi j'avais peur que ça passe en mode combat. En mode là je fais un jet de pierre, un jet de feu, un jet de machin, et en fait non, ils ont trouvé un système où ça reste très narratif. En même temps on garde ce côté cinématique en fait de l'action qui est vraiment propre à la série Legend of Korra, et on ajoute quand même un petit peu de stratégie, parce qu'on pourra pas toujours faire la même stratégie pour que ça fonctionne au niveau des matchs, vu qu'on perd nos manœuvres au fur et à mesure qu'il faut les récupérer. Sachant qu'en plus, il y a toutes les règles de blessure. Si t'es blessé, tu perds un joueur. Quand tu perds un joueur, forcément, c'est encore plus dur de gagner tes matchs. Et après, t'as tout aussi là à côté, où il va falloir soigner tes joueurs entre les matchs, parce que les matchs peuvent s'enchaîner, ou faire rentrer un remplaçant que tu ne peux pas faire rentrer en cours de match. Ouais. Je trouvais ça plutôt cool. Ouais, ou plus intéressant encore, c'est de pouvoir se dire qu'après ton match, t'as été blessé par ton match, ce qui fait que l'investigation sur ce gang, sur la triade, ça va être rendu plus compliqué parce que tu t'es blessé avec ton match. Donc, mais ce match est obligatoire pour avancer dans l'intrigue. Et donc du coup, voilà, ça ajoute des phases narratives supplémentaires qui vont être un peu plus orientées autour de l'action, sans être trop chronophage. Yes. Et en parlant de chrono, voiture et véhicule, let's go. Et les automobiles, exactement. Donc on a le deuxième point important, c'est l'ajout des véhicules, parce que forcément dans Legend of Korra, c'est une part importante de l'univers. On n'est plus forcément que sur des bestioles ou des grosses créatures qui vont te faire voler, tel Appa, bison volant ou autre. On va être sur des choses plus connues, notamment la Satomobile, qui est en fait une automobile qui fonctionne avec du carburant. On va avoir aussi des motos, on va avoir des motoneiges, et après par la suite on va voir aussi qu'il y a les automates. Et donc on nous rajoute un système de course et de course-poursuite. On va pouvoir faire des courses dans Republic City, mais également des courses-poursuites si jamais on doit poursuivre des membres d'une triade. Et qu'est-ce que tu en as pensé en termes, surtout, et encore une fois, je vais poser les mêmes questions probablement que pour la Ligue des Maîtres, c'est qu'est-ce que tu as pensé de, justement, de son complexité ou pas? Parce que en voyant les règles, je me suis dit que il y a quand même pas mal de règles qui sont ajoutées. Après, ça reste quand même, au final, ça reste quand même une sorte de combat. Dans l'idée, c'est un peu un combat qui est un combat qu'on se changé. Mais moi, je trouve ça quand même, par rapport à la Ligue des Maîtres, je trouve ça quand même pas mal lourd au final. Et j'aurais plutôt tendance plus lourd que la Ligue des Maîtres. À esquiver un peu tout ça et rendre ça juste comme des actions basiques. Donc, mais ouais, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, il y a des mécaniques que j'ai trouvées intéressantes. Parce qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont voulu proposer quelque chose encore différent de la Ligue des Maîtres. Donc le système de course-poursuite va vraiment être intéressant, surtout si vous avez des joueurs qui veulent jouer mécaniciens, ou des ingénieurs, ou des pilotes, et du coup, on va leur donner en fait leur moment de gloire. Ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres ères, en fait, de l'univers de Avatar. Donc du coup, on va leur donner leur moment de gloire, et pour ça, en fait, on va vous proposer, au départ, un système de mécanique avec, tout d'abord, mon joueur, il va faire un jet de contrôle pour savoir combien il va avoir de points de contrôle, parce qu'on a 3 caractéristiques. En gros, les blessures de son véhicule, la chaleur de son véhicule et le contrôle. Les blessures, si le véhicule il a pris trop de blessures, il est détruit. Bon, ça va devenir une épave. La chaleur va faire qu'on va pouvoir pousser son véhicule, sauf qu'à trop le pousser, s'il a trop de chaleur, il prend des dégâts. On va blesser son véhicule. Et le contrôle, c'est plutôt de dire, c'est mon véhicule, comment est-ce qu'il réagit, et moi aussi en tant que pilote. Et donc le contrôle, si on a trop consommé de contrôle, on va partir en dérapage. Forcément, on va perdre de la vitesse, il va se passer des choses un peu négatives. Et donc à partir de ça, on va pouvoir lancer une course-poursuite. Et cette course-poursuite-là, on va d'abord déterminer notre niveau de contrôle et les positions de chacun. Parce que peut-être on va commencer la course en premier, ou la course-poursuite, on va courir dans la voiture, démarrer avant les autres. Et à partir de ça, en fait, ça va être un jeu de cache-cache. Dans le sens où on va déterminer combien on investit de points. Donc combien j'investis de points, je retrouve les noms exacts, de points de contrôle et de points de température. Et à rapport à cet investissement-là, je vais plus ou moins avancer. Et donc celui qui va investir le plus va commencer à en premier avancer plus. Ensuite on va avancer le deuxième d'une case de moins, celui d'après d'une case encore de moins, etc. etc. Ok. C'est un peu un jeu de pari caché. Ouais. Faut le voir comme ça. Donc encore une fois, pourquoi pas? Surtout que là, ils ont ajouté aussi des techniques de véhicules. Donc de la même manière que tu as les techniques de combat, tu peux aussi utiliser des techniques de véhicules en prenant plus ou moins le même mécanique de combat. Donc tu vas avoir les bases de avancer, attaquer, esquiver, analyser, etc. etc.
Donc au final, ça reste une addition qui reste quand même très en accord avec ce qu'il y avait précédemment. Mais est-ce que vraiment nécessaire? Je sais pas trop. Non, Je sais pas trop. je pense que c'était pas forcément nécessaire. Après, on a voulu proposer quelque chose pour faire briller certains types de joueurs dans les situations. Moi, j'aime bien les mécaniques de j'ai investi ou pas des ressources. Ouais. Je trouve ça cool parce que du coup, c'est j'ai investi du contrôle ou de la chaleur au risque de faire des têtes à queue ou au risque de prendre des dégâts et de faire brûler mon véhicule par rapport à comment je vais me situer. Donc, ça permet vraiment d'avoir un côté un peu stratégique. Ça m'a fait penser à un jeu de société de course qui s'appelle Hits. Je sais pas si t'as déjà joué à Hits. Voilà. Vraiment, le système de jeu m'a fait penser à Hits. Tu vois, là-dessus, dans la mécanique, en plus, les dessins, ça ressemble à ça, qui sont présentés. Et après, on repart sur du PBTA classique où une fois que t'as fait cette étape-là, tu choisis une action, on résout l'action, on vérifie s'il y a un gars qui est sorti de course et on recommence la boucle de gameplay. Et surtout qu'à ça, pour repartir sur le côté technique, stratégique, t'as aussi le fait de pouvoir modifier un véhicule, parce que chaque véhicule vient avec ses stats, avec mais aussi ses add-ons, ses propriétés spéciales. Genre par exemple, tu vas avoir des pneus adhérents qui vont t'ajouter un +2 à ton contrôle. Et là, c'est vrai que j'imagine qu'en tant que mécanicien, en tant que personnage joueur mécanicien, tu peux t'investir là-dedans et pouvoir créer ton véhicule. Et je pense qu'il y a manière à faire. Ah, il y a de quoi faire le kéké du tuning, ça c'est clair. Ah bah ouais. Et ça nous emmène du coup sur un autre véhicule un peu particulier qui sont les mécatroniques qui apparaissent saison 4, si je dis pas de bêtises. 3 ou 4? Peut-être même saison 3. Saison 4, 3. Je sais qu'il y a le grand colosse de la marque et donc c'est les mechas, et donc là on vous a rajouté la notion de mecha, on vous explique bien que les mechas, attention, c'est très puissant, faut pas trop en abuser, mais du coup c'est les véhicules, c'est comme les véhicules, on peut les personnaliser, ils ont un châssis, ils ont un blindage, etc. On les équipe de modules et ça donne des actions spécifiques. Mais donc là, on repart plus dans du combat traditionnel, c'est juste qu'on est un personnage dans un mecha. Donc les dégâts infligés sont au mecha et pas au personnage directement. Et là encore, on a toujours les techniques de mecha, donc on suit toujours la même base où tu as toujours avancé, attaqué, défendre et prendre un revers. Et pour ça, tu as des différentes techniques qui ont différents effets. Donc ça, je trouve que c'est... Par rapport aux voitures, je trouve que c'est un peu mieux intégré peut-être. Dans le sens que ça permet de plus facilement s'imbriquer dans une campagne standard, et tu vois. Et c'est aussi quelque chose qui n'existait pas tant que ça avant. Et que, genre, autant les véhicules, on aurait pu faire sans le supplément, on aurait pu faire les véhicules, je pense. Parce que tu peux très bien, de façon assez narrative, tu peux très bien résoudre ce genre de choses. Mais les mécatroniques, ça aurait été un peu plus compliqué de faire sans le supplément, je pense. Donc, voilà. Clairement, et bon après les mechas, moi je suis un peu moins fan, je t'avoue, mais je pense aussi pour faire une part belle à ceux qui maîtrisent les éléments, qui ont énormément de manœuvres disponibles en fait, et qui en ont d'ailleurs des supplémentaires à la fin. On va le voir dans les annexes, il y a énormément de nouvelles manœuvres qui sont rajoutées, de manœuvres secrètes, voire interdites. Et du coup, ça permet de faire la part belle à ça en donnant à ceux qui vont pas être maîtres d'un élément en fait. Et qui peuvent avoir de nouvelles possibilités et aussi de monter en puissance. Parce qu'en fait, dans Legend of Korra, ça monte très vite en puissance dans l'animé, qui était moins le cas, je trouve, dans Avatar, le dernier maître de l'air. C'est vrai. Et dans Avatar, dernier maître de l'air, il y a des personnages, donc on va parler de livret des personnages. T'as vu cette transition de fou? La transition magnifique. Yes. On arrive du coup sur 3 nouveaux archétypes. Indeed, 3 nouveaux archétypes qui sont, ma foi, assez intéressants par rapport aux autres, dans le sens que, alors 3 c'est pas énorme, mais ce qui est intéressant c'est que chacun est un peu plus engagé à jouer, plus complexe peut-être, puisque chacun de ces 3 personnages-là, donc on a l'affranchi, l'aspirant ou l'aspirante et le paria. Et le point commun entre ces 3 personnages-là, c'est que beaucoup de ce qu'ils sont en rapport avec l'extérieur. Donc là, avec leur réputation, avec genre l'affranchi, c'est quelqu'un qui va tenter de se libérer d'un carcan social. L'aspirant, c'est quelqu'un qui va essayer de progresser dans la société. Et le paria, c'est quelqu'un qui va essayer d'être en marge de cette société-là, mais toujours y rester. Et donc, c'est cette dualité qui est très présente dans chacun de ces livrets-là, qui rendent peut-être le livret un peu plus compliqué à jouer.
parce qu'il faut réussir à jouer un personnage qui soit vraiment à la limite très changeant. Genre par exemple, si je prends l'affranchi a des manœuvres qui sont spécifiques à son statut qui est secouer le joug. Donc l'idée c'est que, contrairement aux autres personnages, et pour reprendre le début, chaque personnage il a deux principes opposés. Et chacun de ces principes opposés, tout au cours de l'aventure, le personnage va osciller entre l'un ou l'autre en fonction de ses actions. Et ça peut être utilisé pour donner des bonus à certaines manœuvres. Et l'affranchi, par exemple, les deux principes, c'est le risque contre la stabilité. Donc le risque, c'est le risque de sortir, de s'affranchir de son état actuel, et la stabilité, ça représente son état actuel. Et contrairement aux autres personnages, l'affranchi le début du scénario commence toujours avec la stabilité au maximum. Et toute l'idée derrière le scénario, derrière ce livret-là, c'est que comment tu vas pouvoir gérer le fait que tu commences super stable, donc très, très imbriqué dans ton état actuel, et tu vas essayer de briser le status quo, et ça va te permettre justement de même donner du fuel à certaines de tes actions. C'est-à-dire qu'à des moments, tu vas pouvoir faire risquer le tout pour le tout, qui va te permettre de prendre un risque inconsidéré pour surmonter un obstacle. Et en faisant ça, tu vas faire bouger ton équilibre de stabilité à un risque, mais ça va te donner un bonus pour faire une action spécifique qui va te permettre un peu de briller. Mais là encore, c'est un peu plus compliqué à mettre en jeu. Et pareil pour l'aspirant, l'aspirante, il y a aussi des mécaniques qui sont très spécifiques. Tu vas pouvoir avoir un gain de réputation, où tu vas devoir travailler une réputation avec quelqu'un d'autre. Et là aussi, ça peut être un peu plus complexe à mettre en place. Donc du coup, ce serait plus pour des joueurs aguerris de Avatar, au final, parce que si c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main. C'est ça, ouais. Alors, pas forcément de Avatar, mais il faut des joueurs qui soient un peu plus... qui soient un peu plus... plus aguerris, plus prendre de risques narratifs, de pouvoir se dire, tiens, j'aimerais bien tenter un personnage qui joue très fort sur sa dualité, et d'être très... de jouer le fait que t'es bloqué par quelque chose, donc tu dois roleplayer le fait que tu sois bloqué par quelque chose, mais que tu vas essayer de t'en sortir. C'est un peu moins straightforward qu'un autre livret qui va être de plus le protecteur, où tu vas juste protéger le monde. C'est un peu plus compliqué, mais intéressant aussi. Donc là, chacune de ces livrets-là vient avec des nouvelles techniques, des nouvelles manœuvres, et comment les intégrer dans des aventures de la Cité de la République. Donc voilà. Plutôt cool, du coup. Plutôt cool, ouais. Je suis assez content. Après, je me suis dit, quand j'ai lu ça, seulement 3 archétypes, alors que la Cité de la République, il y a quand même manière à faire genre des 3 milliards de trucs. Mais le fait qu'il soit tu t'en avais déjà beaucoup dans le livre de base, en fait, qui permettait de jouer dans l'ère de Korra, donc du coup, il fallait proposer 3 choses totalement différentes, qui ne viennent pas effacer ceux qui sont déjà existants, quoi. C'est ça, ouais. Donc une bonne édition. Je suis assez surprenamment, agréablement surpris par la chose. Et qui dit personnage... On a vu au dernier chapitre. Effectivement, qui dit personnage, dit aventure. Et donc le dernier chapitre, aventure dans la Cité de la République. Bon, donc là, au début, on va vous redonner des éléments en fait notables de l'univers, comme on vous les avait donnés au début, pour vraiment vous les resituer. Et derrière, on arrive directement sur un scénario proposé. Avant, on vous propose quand même 4 toutes petites accroches d'aventure qui sont données pour vous dire, voilà, vous pouvez jouer là-dessus, vous pouvez utiliser tel type d'idées. Et derrière, on a le scénario qui est proposé, qui s'appelle Magouille et queue de poisson. Dans lequel va intervenir Mako, si je ne dis pas de bêtises, pour la triade de la top. De la top blaireau. De la top. De la top ou de la taupe? De la taupe blaireau. Mais avant d'aller là-dedans, juste pour repartir sur le petite section avant qui explique quelles sont les différences notables quand vous jouez dans un scénario dans la Cité de la République, je trouve ça un petit peu maigre. J'aurais aimé un peu plus d'infos sur comment créer tes propres scénarios, parce que même si dans les quartiers t'avais les thèmes qui vont t'aider là-dessus, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos des exemples par exemple. Parce que là il donne plusieurs différences notables entre des scénarios qui se passent dans Republic City, dans la Cité de la République et autres. Et là par exemple il y a la technologie élaborée, c'est l'un des points forts. Il peut aussi avoir les médias de masse, le fait que avec l'information qui circule très rapidement via la radio, les personnages vont être très rapidement... dès qu'ils font quelque chose de notable, ça va être connu un peu partout dans la ville. Quoi. Mais j'aurais bien aimé, là, par exemple, une accroche pour chacun de ces thèmes-là. Je pense que ça aurait pu être un peu plus intéressant.
Et ils en rajoutent 5, du coup, pas 4. oui, pardon. Mais c'est un peu léger, donc un peu déçu là-dessus. Mais voilà. Donc voyons ce que vaut le magouille et queue de poisson. Parce que toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit scénario-là? Sans spoil, Alors, idéalement. ouais, sans spoil, moi je l'ai trouvé un peu court quand même. Le scénario, je trouve que c'est pas très très long, c'est histoire de vous donner un petit scénario, je pense que ça peut être joué très rapidement. Ouais. Parce que toi t'en as pensé Envet là-dessus, mais je l'ai trouvé assez court. Après je pense que l'idée c'est aussi de vous introduire les mécaniques et règles de jeu qu'on vous présente dans le bouquin, Mhm. notamment les courses-poursuites de véhicules. Et donc c'est pour vous donner un petit peu, voilà comment on peut intégrer un peu tout ça, tout ce qu'on vous a donné dans notre boîte à outils, voilà comment vous pouvez l'intégrer, on vous donne un petit exemple, mais pas plus. Ouais. Bah, je suis du même avis. Je trouve que ça fait le taf. Et c'est pas très long non plus. Il y a beaucoup de personnages qui sont introduits. Il y a Beaucoup quelques trop lieux même. qui sont introduits. Ouais, un peu trop de personnages en fait. C'est vrai que c'est. Mais comme encore une fois, c'est du PBTA, hein, donc on a plutôt que d'avoir un scénario, on va nous donner des personnages avec leur motivation et des lieux dans lesquels jouer ces motivations-là. Donc ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Ça a quand même le mérite effectivement de, comme tu as dit, d'intégrer directement la course-poursuite, puisque pour faire très rapidement, ce scénario-là, c'est que tu as une sorte de tournoi de course, un tournoi de course clandestin qui est organisé dans les sous-sols de la ville, mais il y a des trucs qui vont mal se passer, là je vous en dis pas plus, mais c'est effectivement ça tourne beaucoup autour de la course-poursuite des véhicules. Et donc c'est assez cool que le scénario puisse mettre en scène effectivement l'un des mécaniques qui est présenté dans le bouquin. Et je pense que ça peut marcher. C'est pas le plus facile à mettre en place, parce que c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'indications de scénario, enfin d'indications de scène. Mais je pense que ça fait, encore une fois, ça fait le taf. Sans être excellent, ça fait le taf. Voilà, il faut se dire, ça fait une dizaine de pages, si je dis pas de bêtises, le Ouais. scénario avec les PNJ et les sites notables, donc c'est vraiment un tout petit scénario pour vous donner quelque chose en plus de la boîte à outils, parce qu'on rappelle, c'est pas un recueil de scénarios, c'est un cadre de jeu, donc Mhm. vraiment vous donner des informations sur comment jouer dans la Cité de la République, et on vous donne vraiment ça, moi je le vois vraiment en guise d'exemple, de voilà à quoi ce que peut donner un scénario dans Republic City avec les mécaniques qu'on vous donne dans la boîte à outils. Ouais. Et je le vois vraiment que comme ça, donc du coup, c'est pas un scénario extraordinaire, c'est pas un scénario qui va tenir en haleine des joueurs sur X sessions, c'est vraiment juste histoire de vous introduire les mécaniques de jeu et les essayer rapidement pour un MJ pour pas qu'il se prenne la tête de lui mettre sur papier une histoire complète. Absolument, 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 absolument. Donc ouais, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. Et passons rapidement sur les Sur les annexes. annexes, Yes. on a les annexes, donc on a une avec les techniques, donc on Mhm. a quelques pages de techniques supplémentaires, et la dernière, c'est les personnages notoires, les personnages Légendaire. importants de la série, légendaires Légendaire. de la série, qu'on va retrouver détaillés avec leurs petits portraits, un peu tout ça, donc ça c'est cool. Moi j'aime bien Ouais. ce genre de choses. Et ça va être la fin de ce bouquin-là. C'est Et c'est petit tout, 140 pages et quelques. exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi j'ai trouvé que c'est un supplément qui est intéressant. Il va être intéressant, je pense, que pour ceux qui aiment la légende de Korra. Même si on nous donne Ah, des petits encadrés, des petits outils pour dire pour l'utiliser dans d'autres univers, en fait, j'ai pas forcément envie d'introduire des véhicules dans les anciennes aires. Si je prends l'ère de Aang, qui est l'ère la plus proche de Korra, on a certes les trains qui sont dans Ba Sing Se par les maîtres de la Terre qui déplacent des chariots de terre. On va avoir tous les véhicules à charbon du Royaume du Feu. Mais en fait, on va avoir les quelques bateaux aussi du Royaume de l'eau. ouais. Mais on n'a pas énormément de choses. Et est-ce que j'ai envie de mettre des courses-poursuites? Non. Est-ce que j'ai envie d'introduire les batailles de ligue? Non plus. On a déjà un système de combat qui existe dans le jeu. Pour moi, c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer dans l'ère de Korra. J'ai un peu le même avis. Après, je trouve que c'est un bouquin quand même qui est assez bien fait, au final. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est pas le meilleur supplément du monde, hein. Donc, Non. il fait, encore une fois, c'est moyen plus, je dirais. Parce que, bon, ça introduit bien les lieux, ça introduit pas mal quelques mécaniques intéressantes. C'est par contre très limité, comme tu as dit, c'est très limité à l'ère de Korra. Donc c'est un supplément qui est probablement pas indispensable,
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que si on est fan de Korra, on peut foncer sur le supplément. Ouais. Juste pour le système de ligue, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. Ouais, Franchement, quand j'ai commencé à absolument. lire les règles, j'ai vu toute la description, je me suis dit, oh là là, on va partir dans un système de combat, voilà, donjons et dragons, et je me dis, ça va pas du tout marcher avec le BBTA, tu vois, ça va être super compliqué. Et au final, la proposition est très très cool, et rien que pour ça, en fait, si on aime The Legend of Korra, on veut faire des tournois, en fait, enfin, au moins des matchs, parce que c'est Ouais. vraiment quelque chose qui, pour moi, est capital dans cette série-là, même si c'est surtout exploité dans la première saison. C'est quelque chose de vraiment de spécifique à cette ère-là. Ouais. On n'a vraiment pas dans les autres airs, en fait. Ouais. Et on peut pas passer à côté. Je pense aussi, tu vois, pour compléter, euh, pour des joueurs qui auraient pris que la boîte d'initiation, tout se Ah, passe dans l'ère de Korra, je pense que ça peut être aussi une suite logique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par le livre de base. Si on veut continuer son aventure dans l'ère de Korra, on peut partir là-dessus. On va nous donner les clés, enfin, des archétypes de personnages supplémentaires, les éléments clés de l'univers de Korra, pour aller faire la suite. Et comme on aura déjà parcouru des lieux en fait de la ville, on va pouvoir compléter la suite des aventures. ouais. Ça peut être aussi une bonne proposition pour aller directement à la suite de la boîte d'initiation. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Cool. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Je pense pas, hormis que c'est vendu 40€. Et Arcane Asylum Publishing. Ils me disent, c'est vrai qu'on n'avait même pas cité l'éditeur. Donc oui, 40€, Arcane Asylum Publishing. Du bon taf, comme d'habitude, de leur part, hein, parce qu'ils nous ont un peu habitués à ça. Et voilà, donc, merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le like, lâcher un commentaire, venez nous rejoindre sur Discord ou sur notre Tipeee. Et sur ce, merci encore une fois à toi, Zachem aussi, de m'avoir accompagné dans cette vidéo-là. Et à tout le monde, salut à tous et bon jeu à tous. Bye bye. Ciao, ciao.